Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié à la découverte du programme Éco-École. Nous allons d'abord faire une présentation générale du programme. Ensuite, on va vraiment se focaliser sur la méthodologie Éco-École et ensuite vous présenter l'accompagnement dont les écoles et établissements scolaires du programme bénéficient et toutes les ressources aussi à votre disposition. Alors, dans un premier temps, donc en présentation générale, il faut savoir que Éco-École, c'est un programme qui est lié à quelque chose qui est vraiment d'envergure internationale, donc à travers le programme Eco-Schools, qui est un programme qui a été créé en 1994 par la Foundation for Environmental Education, donc la FI, qui a été donc lancée initialement au Danemark. Aujourd'hui, ce programme, il existe dans 101 pays et ça concerne aujourd'hui à peu près 50 000 établissements scolaires. Donc, il faut savoir qu'on est vraiment sur le programme d'éducation au développement durable le plus grand au monde, de par le nombre d'établissements scolaires qui sont engagés dans la démarche et le nombre de personnes qui sont sensibilisées. Donc, ce programme, il s'inscrit aussi autour de la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable. Donc, le fait qu'en 2015, les 193 États membres de l'ONU ont adopté cet agenda 2030 avec ces 17 donc, ODD. Et c'est l'idée vraiment de joindre collectivement nos efforts pour combattre les inégalités et lutter contre les changements climatiques. Donc nous, Éco-École, on va contribuer aussi à cet agenda 2030, notamment en sensibilisant nos communautés aux ODD et en invitant nos établissements scolaires à inscrire leurs projets dans cette dynamique internationale, notamment par la création d'outils dédiés qu'on vous présentera dans la partie ressources. Donc, Éco-École en France est un programme qui est coordonné par l'association Terre Agir, pour laquelle nous travaillons tous les deux, qui est une association qui a été créée en 1983 et qui a pour objet de sensibiliser et d'éduquer à l'environnement et au développement durable. Et donc, elle remplit ces deux missions au travers de deux pôles principaux, donc un pôle tourisme avec deux programmes qui s'adressent aux établissements de tourisme, donc Pavillon Bleu, donc qui lui va accompagner les plages et les ports de plaisance pour les labelliser sur leurs pratiques éco-responsables. Et ensuite, il y a la déclinaison Clé Verte, qui est là un programme qui va s'adresser aux établissements hôteliers, aux campings, aux restaurants, pareil pour labelliser des démarches éco-responsables et responsables socialement. Ensuite, il y a le pôle éducation jeunesse avec trois programmes qui viennent proposer d'accompagner les publics jeunes dans l'éducation au développement durable. Il y a le programme de la Journée internationale des forêts, qui est un programme d'éducation à la forêt et au développement durable qui est ouvert à tous, qui est composé de deux volets différents. Un volet vraiment événementiel autour d'activités grand public qui sont proposées la semaine du 21 mars, donc autour de la Journée internationale des forêts. Et puis un volet pédagogique avec La forêt s'invite à l'école, qui est un programme qui est proposé au public scolaire et périscolaire, qui va mettre à disposition des parcours pédagogiques, des dotations de livrets pédagogiques, des plans d'arbres, des animations de forestiers en partenariat avec l'ONF. Le deuxième programme du pôle éducation jeunesse, c'est le programme Jeunes reporters pour l'environnement, qui lui va proposer aux jeunes de 11 à 25 ans de réaliser des reportages écrits, audio ou vidéo, qui sont en lien avec les ODD et qui vont en fait s'inscrire dans l'esprit du journalisme de solution. Donc là, on est vraiment à la croisée entre l'EDD et l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, c'est donner la possibilité de participer au concours Jeunes reporters pour l'environnement national, mais aussi au concours Jeunes reporters pour l'environnement international. Et donc, c'est possible de participer à titre individuel, mais aussi de participer en tant que classe. Si jamais ces deux programmes vous intéressent, je vous invite à vous rendre sur le site internet de Teragir ou à participer également à leur webinaire consacré qui auront lieu cette semaine. Si je ne me trompe pas, le webinaire du Jeune Reporter pour l'environnement a lieu ce soir de 17h à 18h, donc n'hésitez pas à aller sur leur site internet pour avoir les informations. Ces deux pôles principaux de l'association Teragir sont complétés avec une campagne d'engagement citoyen en ligne qui s'appelle Action Solution,
qui propose en fait un parcours progressif qui permet de sensibiliser dans un premier temps et d'inciter au passage à l'action dans un second temps pour vraiment accompagner le grand public sur un engagement éco-citoyen avec par exemple des quiz, des solutions concrètes pour agir, des portraits d'initiatives inspirantes sur différentes thématiques. Donc là encore, on vous partagera le lien du site de la campagne qui peut être assez utile pour sensibiliser, faire découvrir un petit peu différentes thématiques dans les établissements scolaires ou dans vos structures respectives. Aujourd'hui, on se focalise sur le programme qui nous intéresse, donc c'est le programme Éco-École. Donc, Éco-École en France, c'est un programme qui est ouvert à tous les établissements scolaires, à la fois publics et privés, et de la maternelle au lycée. Le programme est également ouvert aux établissements scolaires de type IME, à certains lycées professionnels, collèges professionnels, etc. C'est ouvert à tous les établissements scolaires, à la fois en Hexagone et en Outre-mer. L'inscription est entièrement gratuite et elle se fait à tout moment de l'année directement depuis notre site internet. Quand je dis que l'inscription est gratuite, tout est gratuit, pas seulement l'inscription, l'accompagnement, la labellisation, etc. Mais ça, on pourra en reparler juste après. Juste pour vous donner quelques chiffres, pour vous donner une idée un petit peu de l'ampleur du programme en France, actuellement, on a plus de 4000 établissements scolaires qui sont inscrits au programme, avec 797 établissements scolaires qui avaient été labellisés en 2024. Et cette année, c'est 642 établissements scolaires qui ont été labellisés. À noter qu'on a un petit peu moins d'établissements scolaires labellisés cette année, mais que les projets, pardon, sont de plus en plus qualitatifs avec des niveaux de labellisation plus élevés que les années précédentes. Éco-École, donc c'est un programme, comme je le disais, qui est un programme privé, donc géré par une association indépendante de l'Éducation nationale, mais on a quand même des liens forts avec le ministère de l'Éducation nationale qui ont été formalisés donc avec différents textes. Donc il y a eu un accord cadre de coopération qui a été signé avec le ministère en 2017 et qui a été renouvelé en 2022. Le programme est en intégrale adéquation avec les différentes circulaires EDD de l'Éducation nationale. On se réfère pas mal, en particulier au Vademecum sur l'éducation développement durable qui a été rédigé par le ministère en 2021, il me semble. Puis on a également des conventions qui sont signées avec certaines académies pour vraiment renforcer l'éducation au développement durable dans les territoires concernés. À l'heure actuelle, on a une convention avec la région académique de Bretagne, avec Nancy-Metz, Nantes, Nice, Rennes et Montpellier. On a à noter qu'on a des projets de convention actuellement avec l'Académie de Bordeaux et l'Académie de Lyon. Éco-École, donc c'est un programme d'accompagnement, mais c'est aussi un label. Donc on reviendra sur le label Éco-École en détail tout à l'heure, mais c'est quand même important de préciser à ce stade-là que c'est un label qui est distinct du label E3D, école ou établissement en démarche de développement durable, qui lui est un label de l'Éducation nationale délivré par les académies, là où le label Éco-École, Éco-Collège, Éco-Lycée est délivré par l'association Terragir et fait partie de cet ensemble international et qui est la déclinaison du label EcoSchools. Tout projet est axé autour de 8 thématiques que vous voyez à l'écran. Donc, les établissements scolaires sont invités chaque année à explorer une thématique principale parmi celles que vous voyez à l'écran. Donc, ça permet de cibler le projet et d'aller explorer au mieux les enjeux qui se cachent derrière chaque thématique. Donc, étant donné que le programme Éco-École, ça reste une démarche globale d'éducation au développement durable, l'idée, c'est qu'au fil du temps, les établissements scolaires explorent les différentes thématiques tout en pérennisant les actions qu'ils ont menées sur les années précédentes sur chacune des thématiques explorées. Donc, il est aussi possible, évidemment, de choisir une même thématique pendant 2 ans pour avoir la possibilité d'approfondir. Il y a peut-être des enjeux qui sont des fois pas abordés une première année et que voilà, l'établissement scolaire tient absolument à aborder d'autres enjeux sur cette même thématique avant de changer. C'est assez flexible, mais en tout cas, il est tout à fait possible d'avoir un beau projet à la fin multithématique.
Pour accompagner donc le choix de la thématique, ensuite l'établissement scolaire va se baser sur les 7 points méthodologiques qui vont apparaître tout doucement à l'écran. Donc on va en fait vous présenter avec Nova plus en détail. Donc le tout premier et l'un des plus importants, ça va être de réunir l'éco-comité. Donc l'éco-comité, il va se réunir régulièrement pour piloter le projet et prendre les décisions de façon concertée. Le cœur du programme Éco-École aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous allez très vite vous en rendre compte, c'est que les élèves sont au cœur du projet, ce qui fait qu'ils peuvent vraiment être impliqués dans tous ces points de méthodologie. Donc, ils peuvent tout à fait faire partie de l'éco-comité qui peut également rassembler donc des personnels de l'établissement, donc la direction, les enseignants, les enseignantes, les personnels techniques, mais également des personnes qui sont extérieures à l'établissement, donc des parents d'élèves, la collectivité, des associations locales, des partenaires, des entreprises, etc. Donc les élèves, à partir de l'élémentaire, on considère qu'ils peuvent tout à fait participer à cette réunion d'éco-comité. En termes de conseils, quand on parle voilà, de suivi régulier, à minima, 3 éco-comités pardon, dans l'année seront suffisants pour bien piloter le projet. L'importance, c'est d'impliquer les élèves, mais pour le niveau maternel, on considère qu'ils peuvent s'impliquer indirectement, notamment peut-être en parlant en classe en amont et à la suite des éco-comités pour récolter leur avis et pour voilà, leur faire part des décisions qui ont été prises. Et la composition, elle peut tout à fait s'étoffer au fil du temps, où il est tout à fait possible de commencer avec une réunion intermédiaire et une réunion bilan, et puis ensuite de venir faire des réunions voilà, plus fréquemment au long de l'année. Ensuite, on va passer sur l'état des lieux de votre établissement scolaire à travers la réalisation du diagnostic. Donc le diagnostic, vous allez pouvoir, sur la thématique que vous avez choisie, voir d'où vous partez, donc quelle est votre situation initiale. Donc le diagnostic que nous, on appelle complet, il va se composer en 4 grandes étapes que vous voyez à l'écran. Donc d'abord les questionnements. Donc par exemple, si on choisit voilà, l'alimentation, c'est où est-ce que nous en sommes dans la cantine scolaire en termes de gaspillage alimentaire, en termes de diversité, d'accès au bio, aux produits locaux, etc. Donc ensuite d'aller mener une enquête. Donc pourquoi pas aller voir directement le personnel de cantine, poser des questions à la mairie ou en tout cas à la structure qui est responsable des menus, et ensuite de dresser des constats. Donc, à travers cette enquête, voilà, de quoi on s'est rendu compte, et ensuite des pistes d'amélioration. Donc, par exemple, si on peut se rendre, généralement sur cette thématique d'alimentation, on peut se dire qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, où les élèves jettent constamment les mêmes aliments, etc. Et ensuite, en piste d'amélioration, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir changer à ce niveau-là. En termes de conseils, on va pouvoir s'appuyer sur des outils, donc clés de diagnostic et fiches questionnement, qu'on va voilà, vous présenter aussi dans votre boîte à outils, de bien associer les élèves à l'enquête. Là, on le voit bien à l'image qu'ils sont en train d'être vraiment acteurs de leur diagnostic, d'aller pouvoir interviewer directement les personnes, aller observer, compter, prendre des mesures, et de solliciter des structures dont c'est le domaine d'expertise, donc notamment sur peut-être la gestion des déchets ou sur la question de biodiversité ou d'énergie. Il y a vraiment à chaque thématique des structures qui peuvent vous accompagner sur votre diagnostic. Du coup, le troisième point de la méthodologie, c'est un point qui est vraiment au cœur du projet, puisque c'est vraiment le moment du passage à l'action. En fait, elles ont un double objectif. Ça va être d'un côté des actions qu'on va appeler des actions concrètes qui vont avoir pour objectif d'améliorer le fonctionnement de l'établissement scolaire et d'améliorer le cadre de vie pour ses usagers. Et de l'autre côté, des actions qu'on va plus appeler des actions de sensibilisation pour développer les connaissances des élèves sur le développement durable en général et sur la thématique que vous avez choisie en particulier. Tout ce qu'on propose comme conseil aux établissements scolaires, c'est avant de passer directement à l'action, de vraiment prendre une étape supplémentaire en amont de réflexion pour élaborer un plan d'action qui va permettre en fait de tous ensemble se mettre autour d'une table et choisir les actions qu'on va mettre en œuvre, nous appuyant sur le diagnostic pour s'assurer que ce sont des actions qui sont adaptées et qui viennent répondre en fait aux besoins que vous avez identifiés pendant cet état des lieux.
de vous assurer que les décisions sont prises collectivement et d'associer aussi au maximum les élèves au choix des actions pour qu'ils soient encore davantage motivés pour y participer ensuite. Il n'y a pas forcément besoin d'actions extrêmement ambitieuses, coûteuses, de très grande envergure, notamment pour les premières années de projet. Ça peut être des actions relativement simples et non coûteuses à mettre en œuvre. C'est pas forcément ce qu'on va rechercher dans une optique de labellisation. Le fait d'avoir des actions très coûteuses va pas forcément garantir un niveau supérieur de labellisation, et inversement, c'est pas parce que ce sont des actions plus modestes que le niveau de labellisation sera forcément inférieur. Le quatrième point de la méthodologie, c'est une étape assez importante de toute méthodologie de gestion de projet, mais qui n'est pas forcément l'étape la plus évidente, notamment pour les enseignants dans le cadre des projets. C'est souvent une étape qu'on a tendance un petit peu à faire passer à la trappe parce qu'elle a lieu un peu plus tardivement à la fin de l'année, mais c'est vraiment l'étape d'évaluation des avancées du projet qui s'articule en deux volets différents. Donc, il y a le volet vraiment d'évaluation des actions qui ont été mises en œuvre. Donc là, qui va se produire par la réalisation de mesures quantifiées. Donc, ça peut être, par exemple, aller en début d'année peser les poubelles, et puis ensuite, après une mise en place, par exemple, de recyclage, de compost, etc., refaire une pesée pour voir l'évolution. Est-ce qu'il y a plus ou moins de déchets? Est-ce que la variété des déchets a changé, etc. Et puis ensuite se dire, bon, bah, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on continue à faire, etc. Et puis le deuxième volet, ça va être vraiment l'évaluation du projet dans sa globalité. Et ça, du coup, on conseille aux établissements scolaires de remplir en fait un bilan annuel avec un ensemble de questions auxquelles ils peuvent répondre pour essayer de voir un petit peu globalement qu'est-ce qui a bien fonctionné, par exemple en termes de dynamique collective. Est-ce qu'on a bien réussi à engager les enseignants? Est-ce qu'on a réussi à créer des liens, par exemple avec des associations, avec la collectivité? Est-ce que les impacts qu'on a choisis, les actions qu'on a choisies, pardon, ont eu l'impact escompté, etc., etc. Et donc, ce bilan annuel est assez important parce que ça va souvent pouvoir vous aider à préparer l'année suivante et repartir sur des bonnes bases pour votre projet suivant. Le cinquième point de la méthodologie, ça va être d'établir des liens entre le projet et les disciplines enseignées. Donc là, c'est vraiment l'idée de pouvoir intégrer au maximum le projet dans les classes pour vraiment en fait proposer une démarche pédagogique qui va être transversale et interdisciplinaire, donc en essayant d'impliquer un maximum d'enseignants de matières différentes. Et en fait, c'est vraiment de transformer le projet, votre thématique principale que vous avez choisie, en fil conducteur pour les différentes matières et les différentes séquences de cours que vous proposez. Par exemple, ça peut être de calculer le taux de déchets recyclés par l'établissement scolaire en cours de maths à l'issue de votre diagnostic ou à l'issue de l'évaluation des actions. Ça peut être en cours d'art plastique de dessiner les espèces d'oiseaux qui ont été observées dans la cour. Ça peut être l'apprentissage d'un lexique spécifique au développement durable ou à votre thématique en français, en cours de langue, faire des exposés, etc. Ça peut être un bon moyen de mobiliser en fait des enseignants dans le projet en intégrant directement dans leur cours, dans leur classe, si jamais ils n'ont pas le temps de s'impliquer sur les autres points de méthodologie et notamment sur d'autres actions ou des événements, etc. Ensuite, on passe à la partie communication pour que votre projet puisse prendre de plus en plus d'ampleur au fil du temps. Donc, la communication et le fait de fédérer, ça va être le fait de valoriser aussi votre projet et de mobiliser un maximum de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de votre établissement scolaire. Donc là, le petit conseil, ça va être vraiment d'aller varier les formes de communication en fonction de s'il s'agit d'une communication dirigée dans votre établissement scolaire ou à l'extérieur. Donc pourquoi pas voilà, créer des affiches à mettre dans les couloirs ou dans les lieux stratégiques de votre établissement pour que le plus grand nombre de personnes à l'intérieur de l'établissement scolaire soient au courant de ce qu'il s'y passe. Voilà, pourquoi pas rédiger une lettre d'information spécifique, des articles
articles sur votre site internet, utiliser les réseaux sociaux aussi. Il y a des établissements scolaires qui ont voilà, des pages spécifiques sur les réseaux pour leurs projets. Contacter la presse locale pour apparaître dans un article de presse ou voilà, faire circuler les infos, notamment à travers l'intranet de votre établissement scolaire. Et pour ce qui est de la mobilisation des élèves, bah, pourquoi pas faire appel à leurs compétences ou à leur motivation ou créativité. Donc pourquoi pas voilà, leur demander de prendre des photos, de faire des dessins, de rédiger les articles eux-mêmes pour pouvoir valoriser le projet. Et ensuite, le dernier point de méthodologie, ça va être la création collective. Donc la création collective, en fait, ça va vraiment être l'idée de conserver le souvenir de votre projet à un moment de l'année pour ancrer les apprentissages des élèves. Donc ça peut être soit quelque chose qui va avoir lieu un jour, donc un exposé, une kermesse, une journée dédiée à votre projet, ou quelque chose qui va vraiment rester dans votre établissement scolaire. Donc notamment, pourquoi pas voilà, des fresques, des peintures qui vont avoir une place au fil des ans. L'idée, c'est de donner un moyen d'expression pour les élèves et pour impliquer ceux qui n'étaient pas forcément encore mobilisés dans le projet. Donc ça va, en fait, on vous conseille aussi de privilégier les formats qui vont être pérennes pour conserver une trace du projet et de valoriser la création collective que vous allez faire dans vos communications. L'accompagnement qui vous est proposé en tant qu'établissement scolaire inscrit au programme Éco-École. Donc, c'est un accompagnement qui est double. D'une part, vous allez pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'équipe Éco-École et constitué de 5 chargés de mission référents. On se répartit le territoire français en gros en 5 grosses zones coordonnées de votre chargé de mission référent directement depuis votre espace établissement qu'on vous présentera juste ensuite. Vous retrouvez donc l'adresse mail, le numéro de téléphone. Et sinon, vous avez aussi possibilité de vous rendre sur notre site internet, donc sur eco-école.org. Et dans la partie équipe, vous avez mentionné pour quelle région on est référent si vous voulez retrouver nos coordonnées. Nous, on va vous accompagner par téléphone, par mail pour répondre à toutes vos questions. On vous propose des outils pédagogiques, des webinaires, etc. Et puis après, de façon plus ponctuelle, on va pouvoir vous accompagner en présentiel, mais ça va être sur invitation la plupart du temps, soit de nos académies, soit de partenaires. Et là, c'est pour participer à des grosses journées de formation ou d'animation sur des thématiques particulières. Parce qu'on n'a pas les capacités RH de se déplacer en fait dans chaque établissement scolaire, même si on aimerait beaucoup pouvoir vous rencontrer plus souvent. Donc cet accompagnement par l'équipe Éco-École est complété par un accompagnement par un réseau de relais locaux. Donc les relais locaux, c'est presque 150 associations et collectivités locales qui sont réparties sur le territoire français, à la fois hexagonal et ultramarin. C'est des structures en fait que nous avons formées à la méthodologie de projet Éco-École et qui vont pouvoir en fait vous accompagner sur tous les aspects du programme, mais qui vont aussi avoir comme plus-value d'avoir une connaissance assez fine des acteurs et des ressources qui sont disponibles pour vous aider sur votre territoire, là où nous, on aura une connaissance un peu plus générale des dispositifs nationaux mais pas forcément de ce qui existe plus précisément proche de vous. Vous pouvez trouver directement sur votre espace établissement le relais local, le ou les relais locaux pour les chanceux qui sont disponibles sur votre périmètre et puis le sélectionner directement. Ça fera une mise en relation automatique en envoyant une petite notification au relais local qui pourra revenir vers vous pour vous poser des questions et vous pourrez voir ensemble les modalités d'accompagnement que vous voulez mettre en œuvre. Ça peut être un accompagnement un peu comme nous, à distance, pour les relais locaux, avec peu de moyens RH et peu de temps à consacrer à l'accompagnement éco-école. Mais après, on a beaucoup de relais locaux qui vont pouvoir participer, par exemple, aux réunions d'éco-comités, qui vont pouvoir s'impliquer à d'autres étapes de la méthodologie aussi, vous aider à faire le diagnostic, à réaliser certaines actions, etc. Donc, si vous avez la possibilité de sélectionner un relais local, n'hésitez vraiment pas à le faire parce que
ils sont toujours très contents de pouvoir vous accompagner et vous aider avec leur casquette éco-école. Alors, on va passer maintenant à un sujet, qui, intéresse toujours les établissements scolaires, c'est le label éco-école. Donc il faut savoir que la demande de label éco-école est facultative. On est avant tout un programme pour lequel on met à disposition la capacité de bénéficier d'un label pour venir valoriser le projet mené sur l'année et les efforts et l'engagement de toutes les personnes qui ont été impliquées. Donc il faut savoir que la demande de labellisation se fait chaque année avant le 30 avril, qui se fait en fait directement sur l'espace établissement. Donc on va vous présenter cet espace juste après pour que ce soit un petit peu plus clair. C'est en fait sur le tableau de bord numérique de votre établissement scolaire que se constitue le dossier que vous allez déposer. Le label est complètement compatible avec la labellisation E3D. On a des points communs du fait de participer à la généralisation de l'éducation au développement durable, notamment sur les demandes d'implication des élèves, de mise en œuvre d'un diagnostic, d'un plan d'action, etc. L'une des différences notables, c'est que le label éco-école est délivré pour 1 an, tandis que le label E3D, lui, est sur une durée de 3 ans. L'une des seules spécificités à ce sujet-là de temporalité, et c'est assez nouveau, ça concerne les établissements de label platine qui, eux, se voient octroyer le label pour une période de 2 ans. Donc le label, en fait, l'obtention du label va reposer principalement sur la mise en œuvre des 7 points de méthodologie éco-école, l'implication des élèves dans toutes les étapes du projet, voilà, à minima, impliquer un maximum d'élèves dans chaque point de méthodologie à différents niveaux, et ensuite la réalisation d'un projet à l'échelle de l'établissement scolaire, du fait qu'on exclut les projets de classe, sauf évidemment cas spécifiques d'école à classe unique, mais le projet éco-école a quand même vocation à rayonner à l'intérieur de l'établissement scolaire, à toucher un maximum de personnes dans l'établissement scolaire, et ensuite de pouvoir rayonner sur son territoire, voilà, à l'extérieur, à travers des partenariats ou l'aide de partenaires et de structures extérieures pour vous accompagner. Les 4 niveaux de labellisation existants, donc on a le label bronze, le label argent, le label or et le label platine. Donc en fait, ces labels, ils sont assez récents. On est depuis 3 ans sur ce nivellement, du fait que les établissements scolaires avaient vraiment besoin d'avoir une visualisation de l'approfondissement de leur démarche. Donc en voyant quel niveau vous avez, vous allez pouvoir voir comment vous pouvez approfondir votre projet année après année, et on a mis en place, et elle est disponible, la grille de critères qui va vraiment vous détailler pour chaque point de méthodologie, voilà, les différences selon les niveaux en termes d'investissement et d'implication du projet et de développement du projet. Donc les critères, ils sont les mêmes pour tous les établissements scolaires. Toutefois, pour le niveau maternel, on va être plus sur un regard d'accompagnement ou de participation indirecte, comme je le disais, notamment pour l'éco-comité. Mais les établissements maternels peuvent tout à fait obtenir des très beaux labels à des très beaux niveaux. Donc, lorsque un établissement scolaire obtient un label, donc le label, les informations sont délivrées à la mi-juin, vous allez automatiquement recevoir par voie postale un diplôme et un drapeau millésimé, ainsi qu'un commentaire, un courrier, pardon, avec en commentaire tous vos points forts dans votre projet qui ont marqué, voilà, l'équipe qui s'est chargée de l'étude de votre dossier, et les pistes d'amélioration pour vous permettre d'aller plus loin dans votre démarche. Il est tout à fait possible pour les établissements scolaires dont c'est la première année d'inscription de faire une demande de label, voilà, dès sa première année, et se voir délivrer un label au mois de juin. Ça ne voudra pas forcément dire que vous serez au niveau bronze. Si jamais vous correspondez aux critères des niveaux supérieurs, voilà, il est tout à fait possible d'avoir ces niveaux-là. Donc vraiment, nous, on vous encourage, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'obtenir le label, bah, de nous contacter pour qu'on puisse vous aider, et pour que lorsque vous allez remplir votre dossier, qu'on puisse voir avec vous les éléments manquants, ou voilà, vous permettre de déposer votre dossier en toute sérénité. On sait que c'est des fois des périodes un petit peu plus stressantes. Donc on est vraiment là avec toute l'équipe pour vous répondre par mail, par téléphone. Nous, on a aussi une visualisation de votre dossier. Donc on va pouvoir vraiment vous accompagner et faire un suivi très poussé sur votre label. Et du fait qu'il soit octroyé sur 1 an, l'idée c'est que l'année prochaine, l'année suivante, pardon, de démarrer un nouveau projet qui sera aussi soumis au label, avec peut-être voilà, soit l'ambition de rester au même niveau, ou l'ambition d'aller chercher le niveau supérieur. Je vais vous présenter du coup les différents outils
enfin en tout cas un aperçu des différents outils que vous pouvez consulter directement depuis votre boîte à outils. Il y a tout d'abord le manuel d'accompagnement. Donc ça, c'est le seul outil qui vous est envoyé au format papier dès l'inscription. Et donc, c'est vraiment l'outil qui est au cœur de la méthodologie, donc qui va vous représenter chaque point méthodologique avec des petits conseils. Vous représentez l'accompagnement, et il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est sur le diagnostic, il y a vraiment des conseils clés pour mener votre diagnostic avec les élèves. Donc ce manuel, vraiment, il ne faut pas hésiter à vraiment bien le lire, à vraiment bien vous l'approprier, à le partager même avec vos élèves pour les plus grands. Ce manuel d'accompagnement est complété par des fiches méthodologiques, donc là qui vont vraiment reprendre chaque point de la méthodologie, mais de façon plus approfondie, et qui vont être déclinés par niveau matériel primaire et secondaire, et donc avec des conseils qui sont adaptés au niveau de vos élèves. On a également développé plusieurs fiches outils qui sont là des fiches qui ont vraiment destination à être utilisées directement pour faire de la gestion de projet. Donc on a notamment, comme vous le voyez à l'écran, une fiche action pour vous aider en fait à planifier vos actions ou à faire le bilan de l'action qui a été menée selon le moment où vous choisissez de la remplir. C'est des fiches que vous pouvez remplir directement avec les élèves. Là encore, elles sont déclinées par niveau, et donc vous allez pouvoir renseigner dans les différentes cases qui participe à l'action, de quoi vous avez besoin, comment vous allez faire. Et il y a d'autres fiches outils comme ça que vous pouvez utiliser. Il y a des fiches compte rendu de réunions d'éco-comités, des fiches enquêtes pour le diagnostic, etc. Que vous pouvez utiliser, dont vous pouvez vous inspirer pour faire vos propres fiches si vous préférez faire autrement. Et c'est des fiches que vous pouvez joindre directement aussi à votre dossier de labellisation lorsqu'elles sont demandées ou si vous avez envie de le faire. Vous trouverez également des ressources pour les éco-délégués, des ressources à la fois pour les enseignants pour vous aider à organiser les élections des éco-délégués, et puis ensuite des fiches qui sont à destination des éco-délégués eux-mêmes pour les niveaux primaire, collège et lycée. Et donc qui permettent d'expliquer en fait à l'éco-délégué nouvellement élu quelles sont ses missions, comment il peut s'impliquer dans le projet, comment il peut jouer aussi son rôle d'ambassadeur auprès de ses camarades, et puis faire une petite présentation, un petit lien avec les objectifs de développement durable. Sur les objectifs de développement durable, on a un outil phare qui est notre guide En route vers 2030, découvrir, enquêter et agir pour les objectifs de développement durable, qui est vraiment conçu comme un manuel d'activité clé en main pour les enseignants, avec en fait 5 grosses activités à mener directement avec vos élèves, et notamment la première activité qui est vraiment une activité de découverte des objectifs de développement durable au travers du photolangage. Dans la boîte à outils, vous trouverez également les informations sur le jeu coopératif Éco-École. C'est un jeu pédagogique qui permet de faire découvrir le programme, la dynamique d'un projet Éco-École qui est décliné en 3 versions, une version alimentation, une version biodiversité, et depuis cette année, une version solidarité. Pour finir, le dernier outil qu'on vous présente, c'est un guide thématique qui s'appelle les clés d'énergie, et qui permet d'accompagner les établissements scolaires qui ont choisi la thématique énergie en thématique principale, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une thématique qui n'était pas forcément évidente à aborder, notamment sur le volet sensibilisation pour les élèves. Donc là, c'est à nouveau une sélection de différentes activités à pouvoir mener avec les élèves pour les accompagner sur cette thématique de l'énergie. Vous avez accès, quand vous vous inscrivez au programme Éco-École, à votre espace établissement numérique. Cet espace établissement a vraiment été conçu comme un tableau de bord de gestion et de suivi de votre projet, avec différentes rubriques qui vont correspondre en fait aux différents points de la méthodologie, et donc vous allez pouvoir compléter tout au long de l'année. Nous, on vous conseille vivement de vous y connecter régulièrement pour compléter les différentes rubriques au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure de l'avancement de votre projet. Vous pouvez renseigner les événements qui se sont déroulés, les événements qui sont à venir, etc.
On vous conseille également de créer des comptes secondaires pour d'autres personnes. Si vous êtes une personne référente sur l'établissement, vous pouvez donner l'accès à votre espace établissement à d'autres personnes pour qu'elles puissent vous aider à compléter le dossier et à gérer le projet avec vous. Et c'est du coup vraiment ce tableau de bord, les différentes rubriques qui auront été complétées, qui vont en fait constituer votre dossier de labellisation si vous voulez déposer le dossier. Donc, vous avez aussi du coup à droite le lien vers la boîte à outils. Donc, vous avez aussi accès à droite aux informations si vous avez un relais local disponible sur votre périmètre. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez cliquer sur choisir un relais ou ne pas choisir de relais si vous ne souhaitez pas être accompagné. Et enfin, tout en bas, vous avez les coordonnées de votre chargé de mission référent. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. On espère que ça a permis de répondre aux interrogations que vous aviez à la fois sur le programme, sur le label, sur l'accompagnement, et que si jamais ce n'est pas encore le cas, ça vous a donné envie de vous inscrire au programme.